Salut les Ningen, la forme? Moi en tout cas, je déborde d'énergie. Et aujourd'hui, je vais t'initier à un manga qui va changer ta vie. Jojo Bizarre Aventure. Soit tu fais partie des élus, donc tu risques très sûrement d'aimer. Nice. Soit tu fais partie des kikous qui n'aiment que le fanservice. Nope. Et dans ce cas-là, tire-toi de ma chaîne. Tire-toi de ma chaîne, je te dis. Et si tu connais déjà Jojo Bizarre Aventure, je veux que tu me dises dans les commentaires, pour toi, quel est le meilleur des Jojo. On verra qui a le plus la cote. Sur ce, XO! Avant de te balancer mon résumé, faut que je t'explique le principe du manga. C'est du jamais vu. Le truc, c'est qu'à chaque saison, t'as un nouveau personnage principal, un nouveau héros si tu veux. Et chaque saison est traitée de façon totalement différente. Mais ça n'empêche pas qu'elles restent toutes liées ensemble. Chaque saison peut être donc traitée comme une histoire différente, ou comme un manga à part. Donc aujourd'hui, pour ne pas trop t'embrouiller, je préfère te parler que de la saison 1, Phantom Blood. Je vais essayer de faire mon possible pour mettre en avant les meilleurs éléments du manga, sans trop te spoiler. J'espère que je vais pas foutre la merde, tu verras bien par toi-même. D'ailleurs, attends, faut que je me mette dans le bain. Maintenant je suis dans le thème. Avoue que ça me va bien les longs cheveux. Donc prépare-toi à découvrir l'histoire de ce personnage que j'admire tant. Jonathan Joestar. Alors générique, c'est parti. Tout avait commencé un soir d'automne, en 1868. Non, je déconne, je sais pas c'est quelle saison, mais on s'en bat les steaks au final. Lord Joestar et sa famille avaient fait un gros accident de calèche, qui avait été fatal pour sa femme et pour le conducteur. Et pour les chevaux. N'oublions pas les chevaux. Bref, c'est là qu'un gros titan dégueulasse et alcoolique fit son apparition. Dario Clochard Brando. Cette espèce de clochard était venu vider les dépouilles afin de se faire un peu de thunes. Et tout ça avant même de vérifier s'il y avait des survivants. Tu l'as donc compris, on a là une vraie merde vivante. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que au moment où il allait se servir, t'as le daron des Joestar qui se réveille et qui croit que c'est lui qui lui a sauvé la vie. Imbécile. Et bien sûr, l'autre mère vivante, elle est pas le nier. Donc toute l'histoire va se jouer sur ce putain de malentendu. Comme le daron Joestar croyait que Dario Clochard Brando l'avait sauvé, il lui resta reconnaissant pour le reste de sa vie. Tu verras, ça a son rôle à jouer malgré tout. Donc là, on a droit à une ellipse de quelques années, et on découvre que Dario Clochard Brando est sur le point de crever. Mais on découvre aussi qu'il avait laissé derrière lui un fils, Dio Brando. Et donc, avant de crever, il écrivit une lettre au daron des Joestar, comme quoi il lui demandait d'adopter Dio. Ce qu'il n'allait bien sûr pas refuser, vu qu'il lui était, entre guillemets, reconnaissant. Bon, là, y a rien de méchant, ça part même d'une bonne intention. Adopter quelqu'un qui a vu ses parents mourir. Mais c'est pas si simple que ça. La famille Joestar adopta donc Dio, qui était en fait une putain de raclure, mais vraiment la grosse raclure de service. Dès sa première apparition, ce gars fit tout pour détruire Jonathan, l'héritier des Joestar. Et ça, aussi bien mentalement que physiquement. Comme Jonathan était un gosse de riche et que Dio venait de la rue, il avait clairement le dessus psychologique et physique. Donc pendant un épisode ou quelques chapitres, tu vas voir Dio martyriser Jonathan, mais vraiment un truc de malade. Mais le pire dans tout ça, c'est comme je l'ai dit plus haut, il était plus fort physiquement que Jonathan. Ce qui fait que ce bon vieux Jojo n'avait aucun moyen de riposter. Il était condamné à subir Dio, jusqu'au jour où ce fils de lâche de Dio dépassait les limites. Et je vais pas te spoiler ce qu'il a fait, mais c'est vraiment un gros truc de fils de lâche. D'ailleurs, regarde bien à quel point il a réussi à pousser à bout de Jonathan. Après ce combat épique, franchement moi j'ai kiffé en tout cas, on a droit à une ellipse de quelques années. Et c'est là qu'on découvre que ce fragile Jonathan est devenu une force de la nature, un colosse d'1m95. Et rien que ce détail, ça m'a chauffé de dingue. C'est clairement à partir de ce moment que j'ai commencé à tuer le manga. Dio lui aussi avait un peu gagné en carrure, il était d'ailleurs plutôt athlétique, mais ça n'en fait pas moins qu'il est resté toujours aussi lâche, à toujours faire des coups de pute sans arrêt. Mais bon, c'était plus trop un problème pour Jojo. Regarde la force de la nature que c'est devenu. Dès que Dio lui pétait les couilles, il lui réglait son compte en 2-2. Jonathan était devenu un vrai bonhomme. On sait pas c'est dû à quoi. J'imagine qu'il a dû s'entraîner toutes ces années avec la rage que Dio lui mettait sur la gueule. Mais en tout cas, cette force physique et cette force de caractère lui avaient permis de prendre le dessus sur Dio. Et un jour, Jonathan se rendit compte du énième coup de pute de Dio. Mais celui-là, il était vraiment chaud. Encore une fois, je vais pas te spoiler, mais regarde bien comment il chopa ce fils de lâche de Dio, c'est un truc de malade. Et c'est à partir de ce moment-là, de cette scène précise, que ça partit totalement en couille. Dio, par un moyen que je ne citerai pas, chopa des pouvoirs, je sais pas d'où ils sortent. Alors que ce bon vieux Jonathan était resté un simple humain. Enfin, un humain plus fort que la moyenne, mais c'était toujours un humain. Et malgré ça, à coup de courage et de volonté, il arriva à niquer la race de Dio, qui avait des pouvoirs overcheatés. Mais vraiment, je te spoil pas les pouvoirs, mais c'est vraiment des trucs de malade. Trop d'honneur sur Jonathan. Cependant, Dio était toujours en vie, et ses pouvoirs lui permirent de lever une armée. Du coup, Jonathan avait pour objectif ultime d'aller niquer sa race à Dio une bonne fois pour toutes.
Entre temps, il s'était entraîné à apprendre l'onde, une énergie basée sur la respiration que lui avait appris Zeppeli. Mais bon, là je t'en dis trop. Bref, je m'arrête là. Pour conclure le synopsis, je ne dirais qu'une chose. Tu t'attends sûrement à ce que Jonathan explose Dio dans un combat épique. Et ben t'es tout simplement pas prêt pour ce qui va arriver. Ici, tu peux vraiment rien anticiper. Ce manga est tellement incohérent, mais à la fois tellement attrayant, c'est trop dur à expliquer. Mais en tout cas, je peux te dire qu'il va te bourriner le cerveau à coups de... Je sais pas moi, mais bref, il va te bourriner le cerveau. Et tout ce bordel, ce n'est que la partie 1. La partie la plus cohérente et pourtant la moins aimée. Tu verras les autres parties à quel point ça part en couille. C'est exponentiel. Plus les saisons avancent, plus le manga part totalement en couille. Et c'est ça que les fans adorent dans JoJo Bizarre Adventure. Mais ça n'en fait pas moins ma partie préférée à moi. Jonathan Joestar et son charisme légendaire, je m'en draine plus. Je suis la vieille école moi. Par contre, je le dis cash, si t'es impressionné par les morts et les scènes gore dans Game of Thrones, JoJo est loin au-dessus dans le level. C'est vraiment du lourd. T'es pas prêt pour les scènes que tu vas voir, pour les morts atroces, et pourtant certaines sont tellement honorables. Bref, Game of Thrones ça vaut rien à côté de JoJo Bizarre Adventure, je le dis cash, je vous attends maintenant. Franchement, le premier arc à lui tout seul est déjà tellement violent, et l'un de ses plus gros points forts est le fait qu'on rencontre le pire antagoniste de l'histoire du manga, Dio Brando. Ce gars c'est le fils de pute de service, c'est vraiment le gros bâtard, tu peux pas aller au-dessus de lui niveau méchanceté et vice. Ce gars là c'est vraiment le mal incarné, rien qu'en regardant le manga t'éprouves une telle haine envers lui, c'est du jamais vu dans l'histoire du shonen. Et pourtant, ça reste un personnage tellement charismatique, un personnage avec une ambition tellement démesurée qu'il ferait n'importe quoi pour atteindre ses objectifs. Et ça j'admire chez lui, même s'il part totalement en couille. Après il y a aussi le détail que cette saison est sortie dans la même époque que Ken le Survivant. Ce qui fait que tous les personnages sont énormes niveau muscles, sont tous stock, sont agiles, sont surpuissants, bref, des modèles en termes de musculature. Et personnellement, je t'avoue que j'ai toujours kiffé ce genre de dessin super musclé. Tu sens la puissance de chacun de ses coups et surtout tu sens que le gars est inatteignable par rapport à toi. Regarde à notre époque, tous les gosses s'identifient à des héros avec des corps de lâche. Comment tu veux évoluer avec quelqu'un qui a déjà le même corps que toi? Alors que Jonathan par exemple, t'as envie de progresser, t'as envie de le rattraper, t'as envie d'atteindre sa musculature. Enfin non, pas atteindre sa musculature, mais t'as envie de gagner en force. C'est qu'un détail, mais sans ses muscles, je pense que j'aurais beaucoup moins de respect envers Jonathan. Et peut-être même que le héros me saoulerait. Et ouais, je suis superficiel comme gars. Et ce qu'il y a de dingue aussi dans JoJo Bizarre Adventure, c'est la narration. L'auteur utilise un système de personnages secondaires, donc en l'occurrence dans la saison 1, Speedwagon, pour raconter l'histoire à travers lui. Donc le gars va te détailler tout ce qui se passe. Mais au moins tu vas pas avoir un connard de narrateur au-dessus de toi qui te balance de la merde sans arrêt. En plus on s'attache assez aux personnages narrateurs, parce que tu sens qu'ils ont vécu l'histoire, enfin tu les vois, et en même temps ils t'expliquent ce qui se passe. C'est dingue, mais dans JoJo, son auteur Araki innove dans tous les domaines. Même au niveau graphique, le gars se fait tellement plaisir au niveau des couleurs, au niveau des oméanoatopées, oh putain, je sais plus comment on le dit, des oméanonotopées. Bref, c'est les sortes de gros caractères qui apparaissent lors d'une action, etc. Et ça donne un putain de dynamisme, une putain d'ambiance. C'est un des rares mangas ou animes où tu peux voir l'auteur jouer avec les couleurs comme si de rien n'était. D'un instant à l'autre, le héros peut se retrouver avec des cheveux verts, avec un t-shirt rouge, etc. Ça part en couille. Mais ça apporte tellement plus aux ambiances et aux ressentis. Je te promets, c'est un truc de malade. Ce gars, c'est tout simplement un artiste. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Araki arrive à pousser JoJo encore plus loin. Jusqu'à dans la vraie vie. C'est pour ça qu'au Japon, ça a un succès de malade. Ils arrivent à en faire des magasins de vêtements, de mode, etc. Le gars se fait plaisir dans son art et il l'exploite au maximum. Tout est tellement bien pensé dans ce manga, par exemple, les personnages secondaires. Sans Speedwagon, par exemple, ben, Jonathan n'aurait pas eu le même destin. Sans Zeppeli, Jonathan aurait été une grosse merde. Enfin bref, tu l'as compris. Chaque personnage a son importance, même si ça paraît ridicule, il n'est pas là pour rien. Et tout à l'heure je te parlais des ambiances, couleurs, graphiques, homéatopées, etc. Et ben t'as un truc qui amplifie encore plus ces ambiances. C'est les OST au niveau de l'anime. Elles sont tellement violentes, tellement vivantes. Par exemple l'OST que j'utilise souvent, l'OST du courage. Attends. Bah ça motive tellement. Ou alors t'as des OST terrifiants, des OST tristes. Elles sont tellement bien choisies, ça colle super bien. Là je suis trop, mais franchement, faut faire abstraction des points négatifs, parce que ce manga est tellement lourd, il innove tellement que tout le monde devrait le regarder, rien que pour changer, pour voir autre chose. En plus, Araki c'est un gars tellement cultivé qui a tellement à nous apprendre. Ce gars a fait le tour du monde, donc ses inspirations varient, mais tellement, même au niveau des musiques. Par exemple, tu peux retrouver des personnages qui ont des noms de chanteurs ou de groupes. Dans la saison 2, par exemple, tu auras un personnage qui s'appelle AC/DC, pour ceux qui connaissent. Ça part totalement en couille. Comment tu retrouves AC/DC dans un manga? Et pourtant ça passe crème. Au début tu dis c'est quoi cette merde, mais je te jure que ça passe crème. Et comme tout à l'heure je t'avais dit que chaque saison avait un registre différent, ça vient du fait qu'il s'inspire d'un type de film à chaque fois. Par exemple pour la saison 1 c'est plutôt inspiré des films de vampires, etc., films d'horreur. La saison 2 c'est plus... la saison 3 c'est plus Indiana Jones, etc. Enfin bref, j'ai plus trop les références en tête, mais ça va très loin.
Et pour finir, comme tout bon Neketsu qui se respecte, Jojo nous apporte des valeurs, de la rage, de la motivation, plein de sentiments qui vont se mêler en toi et qui vont te pousser à aller vers l'avant. Ça paraît con, mais franchement, il y a moyen de tirer beaucoup de ce manga, comme beaucoup de shonen. C'est d'ailleurs bon rôle de te le faire comprendre. Les gens qui parlent de manga comme si c'était de la merde ou un truc pour gamin, je vous attends les gars, vous faites quoi de votre vie? Vous regardez du Secret Story à la con? Venez qu'on se la donne putain! Et je m'emporte encore, bande de titans dégueulasses. Bon, il est temps de conclure alors... Conclusion. Jonathan nous apprend que peu importe les merdes qui nous arrivent, il faut toujours aller de l'avant, ne jamais se plaindre et foncer. Il nous apprend aussi que la vraie force d'un homme réside dans ses valeurs. Alors avec la saison 1, honneur, conviction, force seront au rendez-vous. Et je t'invite vraiment à regarder ce manga. Bref, tu l'as compris, Jonathan est un exemple de force et de motivation pour nous tous. Et si t'es d'accord avec moi, partage cette vidéo et bombarde les pouces bleus à la Star Platinum. Sur ce, Jarana, goûtez à ma dernière flamme, ma dernière honte. Fuck out of here. Hey!